Tuc. Voilà, vous êtes beaux, souriez, vous êtes filmés. Donc merci à tous, du coup de nous rejoindre ce soir, sur cette soirée, co-animée par, donc le collectif, Nous sommes vivants et la fresque, de la biodiversité. Donc, on se réunit, ensemble pour, Et alors je vais juste bah, mise en fait, par défaut, excusez-moi. On se réussit ensemble, pour, 1 heure et demie à peu près. On va finir à 19h30 ce soir. L'enjeu, du coup, de pouvoir, vous présenter, à la fois le collectif et puis, de vous familiariser avec, la fresque de la biodiversité. Il était pour nous, très naturel, du coup, d'entamer un cycle qu'on lance sur ces soirées, du jeudi sur le vivant avec la fresque, de la biodiversité puisque, la biodiversité est au cœur de la mission, qu'on se donne en entreprise, pour accompagner, pardon, les entreprises dans leur transition. Donc on est ravis, d'attaquer ce cycle, avec, Geoffrey Villiers et Géraldine, Villiers qui ont, du coup, cofondé, la fresque de la biodiversité. Et du coup, pour ceux qui ne nous, connaissent pas, donc je fais juste un point, d'introduction donc sur le collectif Nous sommes vivants. Le collectif est assez jeune. On s'est rassemblés, l'année dernière au moment du premier lockdown, comme Birgit, avec une prise de conscience pour certains, bien antérieure, mais en tout cas avec cet élan de se dire: «Bon là, il faut vraiment du coup, passer à la vitesse supérieure, il faut, se réunir pour impacter, dans les entreprises». L'enjeu est de réunir donc des passionnés, des acteurs, du changement qui veulent, agir dans les entreprises pour, accélérer la transition, donc à la fois par l'innovation et par la transformation, des entreprises puisque l'un ne va pas sans l'autre. Sans transformation de l'entreprise, l'innovation n'est pas pérenne et du coup, les 2 sont intimement liés. Donc, on réunit à la fois, des professionnels de l'innovation et de la transformation qui ont envie d'unir leurs forces pour, impacter, en entreprise. On croit que l'entreprise, fait vraiment partie, du coup de est une a un rôle systémique à jouer dans la transition, qu'elle permet par son impact, son réseau, son déploiement, de pouvoir dépasser certaines, limites que les gouvernements ne peuvent pas forcément avoir et donc, de pouvoir avoir cette action systémique et d'accélérateur. Et donc c'est pour ça qu'ici, on regroupe, vraiment tous les acteurs qui ont cette cause à cœur. Et puis, donc l'année dernière, le collectif s'est formé, la communauté s'est formée. Cette année, on entame un tout nouveau cycle avec cette envie du coup d'importer le vivant, dans les entreprises et avec, cette profonde conviction que, nous faisons partie d'un tout vivant interconnecté, que, notre relation, à la nature, à la biosphère, doit changer dans une vision plus sensible, peut-être plus humble, tenant compte de notre vulnérabilité et de s'intégrer à l'ensemble, du coup de la biosphère. Avec du coup une réflexion, qui part à la fois, sur, de régénérer l'entreprise à la fois, sur la façon dont on tient compte de la biodiversité dans le business model profond de l'entreprise, aussi dans l'innovation, avec, notamment les notions de biomimétisme, et aussi dans la collaboration, dans la façon dont on va, appréhender son rapport à l'autre dans l'entreprise, son rapport aux collaborateurs. On parlera dans quelques semaines de permaculture humaine. Voilà, on pense que cette année, c'est vraiment, du coup, et pour quelques années d'ailleurs, mais en tout cas, la biodiversité est au cœur, du coup, de la transition et c'est pour ça qu'on s'appelle Nous sommes vivants. On est organisé sous forme, d'archipel. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre tous les liens dans le fil de discussion. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'organisation,
on a des réunions hebdomadaires tous les vendredis matins à 11 heures, qui permettent du coup d'expliquer notre organisation en archipel, sur lequel on travaille sur des pirogues projets. On se réunit vraiment comme ça, autour de convictions communes et de différentes communautés d'experts, de professionnels, d'inspirateurs. Et donc nos projets sont des pirogues. Voilà pourquoi je parle de pirogues projets. Et donc du coup, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à nous rejoindre sur le check, qui est notre rendez-vous du vendredi. Ces soirées du jeudi, elles ont pour ambition d'être participatives. Donc vous verrez qu'il y a une phase de co-construction. Donc vraiment, on compte sur vous pour co-construire cette soirée. On les construit de façon thématique. Donc on a différentes îles dans notre archipel. Et ce soir, en fait, on laisse la place à l'île de la Symbiose, qui réunit vraiment les coalitions et le collectif autour du changement. Donc voilà, vous pourrez ensuite, dans notre archipel, vous retrouver de façon assez naturelle sur l'île de la Symbiose, sur lequel il y a des événements qui sont liés justement à des événements, des formations qui sont proprement dédiés à la symbiose, au travail en collectif sur la facilitation. Et donc, du coup, vous pourrez continuer à interroger autour de cette thématique qui vous a amené là ce soir. Alors du coup, comment on a découpé la soirée? On va faire une première phase du coup de présentation de la fresque de la biodiversité, des enjeux, du coup des applications qui ont commencé à développer en entreprise autour de la fresque de la biodiversité. Et puis après, on vous mettra à contribution pour commencer à voir comment on peut accompagner du coup les entreprises dans leur transition autour de la biodiversité en utilisant la fresque. Et donc, on fera une petite session d'intelligence collective sous Miro. Donc, je vous mettrai pareil un lien dans le chat à ce moment-là. Et on se retrouvera sous Miro pour créer autour des applications de la biodiversité. Du coup, je vais laisser la parole à Geoffrey et Géraldine qui donc on construit la fresque de la biodiversité et qui propage du coup le mouvement au quotidien avec du coup une belle croissance puisque la fresque c'est tout frais, elle date aussi de l'année dernière et donc mais j'en dis pas plus parce que je leur laisse la parole. Merci Maud. Alors je vais me présenter donc Geoffrey Vuillet, du coup un des co-auteurs de la fresque de la biodiversité. J'arrête me racontera la jeunesse du projet, mais en gros ça a commencé il y a 2 ans quand moi j'ai découvert la fresque du climat. Je suis à Lyon et en fait quand il y a eu le premier atelier de la fresque du climat à Lyon qui est arrivé, c'est un ami qui m'a dit j'ai à Lyon de présenter un atelier sur le climat, tu verras c'est génial. Et donc j'ai trouvé une salle, j'ai invité des gens à Lyon et j'ai découvert la fresque du climat. Et j'avais invité Géraldine, ma sœur, du coup, à ce moment-là. Et en fait, j'ai adoré le format. Et moi, je me suis dit, il faut faire la même chose sur la biodiversité parce que personne n'y connaît rien et que les enjeux sont hyper importants. Et depuis, moi, je suis devenu référent fresque du climat à Lyon et formateur. Et entre-temps, j'ai créé, pendant le premier confinement, justement, une structure pour accompagner justement les entreprises dans la transition écologique sur les enjeux climat et biodiversité, en utilisant la fresque du climat, mais aussi la fresque de la biodiversité. Et voilà. Et je vais passer la main à Géraldine, qui va pouvoir enchaîner. Ensuite, je lance la présentation peut-être. Oui, vas-y, lance-la. Bonsoir à tous. Donc, Géraldine Vuillet, la petite sœur de Geoffrey. Donc, oui, effectivement, tout a commencé en janvier 2019 quand on a été formé à être animateur de la fresque du climat, quand on est sorti en se disant
C'est très cool, mais en fait, pour la petite histoire, si vous avez fait la fresque du climat, dans la fresque du climat, il y a une carte qui s'appelle biodiversité terrestre, et on était à la même table avec un autre de nos frères, on en a plein. De famille. Et en fait, on est parti un peu dans un débat à notre table en disant mais non, mais cette carte, il faut la relier à ça, à ça, à ça, à ça. Et Charles Sirot, qui était notre formateur et qui est un ami de Geoffrey, est arrivé en nous disant vous allez vous calmer tout de suite les Villiers, c'est pas du tout le sujet. Donc, enchaînez, s'il vous plaît. Et puis, et donc, on en est sorti en se disant, l'outil est top, mais quid de la biodiversité? On était déjà, le rapport de l'IPBES n'était pas encore sorti, il est sorti en avril, mais on était déjà, on parlait déjà d'un rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois supérieur à la normale. On parlait de 6e extinction de masse. Donc, et puis nous, on était sensibilisés par ailleurs depuis très longtemps à la biodiversité. C'était un truc qui nous tenait beaucoup à cœur. Donc, on a commencé à créer notre fresque. On a écrit des petits trucs sur des morceaux de papier sur la table de la salle à manger de Geoffrey à Lyon. Et on a raccroché Charles Sirot au wagon en lui disant viens avec nous, ça va être bien. On a commencé à faire et en fait, à l'été 2019, on a appris que Deloitte Développement Durable avait eu la même idée que nous. Donc, on a testé leur fresque, ils ont testé la nôtre, et on s'est dit, plutôt que de faire 2 outils plus ou moins similaires séparés, autant fusionner. Donc, on a fusionné nos fresques. Du coup, aujourd'hui, on est un collectif d'auteurs. Il y a donc Geoffrey et moi, Charles Sirot, et Deloitte Développement Durable, donc notamment trois consultantes là-bas, Pauline Cristofini, Lorraine Ruban et Marianne Baker, qui sont donc aussi co-auteurs de la fresque. Ça fait un bon groupe, mais du coup, on est plus de cerveau pour avancer. Alors, ensuite, pour vous raconter un petit peu la jeunesse du truc, comment ça a continué. À l'automne 2019, on est allé frapper à la porte des gens qui parlent de la biodiversité en France parce que c'était important pour nous. On n'est pas écologue, donc on avait besoin d'avoir leur retour et puis qu'ils nous disent que c'était bien ou pas bien. Donc, on est allé voir le Muséum national d'histoire naturelle, l'Office français pour la biodiversité, on est allé voir Humanité et biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et de côté plus entreprise, on l'a fait notamment tester dans l'association EPE, Entreprise pour l'environnement, voilà, pour avoir un peu un retour. Est-ce que ça peut intéresser aussi les entreprises, ces enjeux? Et donc, les organismes de la biodiversité nous ont tous dit « Ok, l'outil est très très cool, allez-y, go ». Donc, on a commencé à déployer. On a fait un premier test grand public au Pôle Léonard de Vinci en novembre 2019. Et puis après, on a fait pas mal d'animations grand public. Le confinement est tombé. Beaucoup d'animations en ligne, pardon. Et puis là, on a formé plus de 4000 personnes. On a fait une rentrée biodiversité en septembre. Et à Neoma, voilà, pour 1200 étudiants. Et puis, on continue sur notre lancée. On est très contents. Entre-temps, du coup, pourquoi la biodiversité? Pourquoi c'est important? Déjà, alors, les 9 limites planétaires, si vous les connaissez, il y a du coup certaines de ces limites qui concernent la biodiversité, notamment la diversité génétique et puis les functional diversity, c'est les services écosystémiques, la diversité fonctionnelle, soit à un niveau qui est vraiment beaucoup plus critique que, par exemple, et pour ne pas faire de comparaison, le changement climatique. Et bizarrement, on parle beaucoup, bizarrement, je ne vais pas avoir l'air du concis, c'est pas oui. On parle beaucoup plus du changement climatique que de la biodiversité, alors qu'en fait, l'érosion de la biodiversité est aujourd'hui à des stades qui peuvent mener vers une grande instabilité. Un taux d'extinction des espèces qui pourrait être 100 à 1000 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions. Surtout, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, c'est la première fois que c'est causé par une espèce. Alors, juste pour vous donner un petit peu la France est un des 10 pays au monde où la biodiversité est la plus menacée. Et hier, c'était la journée mondiale pour la faune sauvage, et l'Union internationale pour la conservation de la nature a sorti un peu des chiffres dessus, et 17% des espèces en France sont menacées. Voilà. Donc, de extrêmement menacées à assez vulnérables, mais
mais voilà. Et donc, la situation est critique et ça touche beaucoup d'aspects de notre quotidien. Et puis, 2020 devait être l'année de la biodiversité. Finalement, ce sera 2021. Si tout se passe bien, il y avait la COP15 à Kunming qui a été du coup repoussée en novembre prochain. Et pour préparer la COP15, le congrès de la nature à Marseille, le congrès de l'UICN à Marseille, qui devait être en juin l'année dernière et qui sera en septembre. Voilà. Pour la biodiversité. Alors, nous, notre ambition, c'est d'engager donc la prise de conscience et le changement à grande échelle. On a une ambition de sensibiliser 1 million de personnes d'ici 3 ans pour ensuite les accompagner vers trouver des solutions et puis mettre en place vraiment des solutions. Sachant que ce qui est aussi intéressant dans la biodiversité, c'est qu'on peut mettre beaucoup en place des solutions à un niveau local. Donc une grande faisabilité dans les solutions à mettre en place. Voilà. Et puis, l'idée, c'était aussi En fait, la biodiversité est un sujet qui est complexe, mais pas compliqué. Et on voulait simplifier, enfin, pas simplifier, mais rendre accessible par l'intelligence collective, par un atelier ludique, voilà, la complexité de la biodiversité. Pour ceux qui ne connaissent pas les fresques, elles fonctionnent à peu près toutes sur le même principe, qui est un atelier collaboratif, basé donc sur l'intelligence collective, avec des cartes qu'on place, généralement des liens de cause-conséquence. Voilà. Je grossis un peu le trait, mais après, il y en a qui ont fait des mini-jeux, nous c'est notre cas, mais il y en a d'autres aussi. Donc voilà. Et ça permet vraiment de comprendre les enjeux et d'avoir une vision globale. Et puis, ça permet au cerveau de faire le travail plus que quand on écoute une conférence. Donc, c'est aussi un gros avantage. Voilà. Et puis, c'est une fresque qui est pour tous les publics. Donc, on l'a fait pour les grands publics. On est en train de développer une version pour les enfants, pour aller faire dans les écoles, parce que la sensibilisation des jeunes, c'est important. On l'a fait déjà dans des entreprises. Geoffrey va plus vous en parler. On l'a fait auprès d'associations, de grandes écoles, d'universités, tout ça. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. On a même traduit. Vas-y. Et juste pour ajouter, donc pour l'instant, la fresque, c'est juste un outil donc qui est porté par 4 co-auteurs, mais on est en phase de création justement de l'association qui porterait tout cet outil pour nous aider à diffuser la connaissance, parce que ça a vocation à être porté par une association. Et donc voilà, on est en phase de création de l'association, réflexion notamment sur la gouvernance, structure et autres. Donc après, s'il y en a qui ont des billes là-dessus pour aider à créer une structure d'association intelligente pour diffuser la connaissance, on est preneur. Voilà, en gros, on en est au niveau vraiment de la structure de la fresque de la biodiversité pour pouvoir justement nous aider à le déployer plus fortement et que ce ne soit pas juste porté par 4 individus. Enfin, le site avec le déroulement. Tu veux continuer, Géraldine? C'était bien parti. Ouais. Alors, le déroulement d'une fresque, c'est un atelier qui se fait en 2 ou 3 heures. D'expérience, c'est compliqué de le faire en moins de 3 heures, mais bon, c'est possible. Alors, il y a 20 minutes c'est un mini-jeu autour des écosystèmes. On va vous en montrer un exemple tout à l'heure. C'est un jeu qu'on trouvait intéressant parce que ça permet de mettre du vivant dans la fresque qui parfois est sur des concepts un peu moins, c'est pas que c'est pas concret, mais bon, il y a un peu moins d'espèces. Et puis, ça permet de comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Donc c'est un jeu auquel on est très attaché. Ensuite, il y a 60 minutes avec 5 lots pour 40 cartes qu'il faut placer les unes en action. C'est fait linéaire, donc voilà, il y a du texte sur les cartes. Et puis, on a mis en plus des questions sur les cartes pour vraiment rapprocher les enjeux de la biodiversité à nos quotidiens. Ensuite, une phase de créativité de restitution d'environ 40 minutes. Il faut trouver un titre, mettre de la couleur et puis faire de la restitution, faire un tour des émotions généralement, et un débriefing, et on parle des solutions, bien évidemment. Le nombre de participants à la fresque est illimité. C'est des tables de 6 à 8. Au-delà de 8, c'est agréable pour personne. Donc, l'idéal, c'est voilà, entre 6 et 8.
Un animateur pour 2 groupes en ligne, en real life, en présentiel, pardon, et un animateur par groupe en ligne, parce que c'est plus compliqué de passer d'une salle à l'autre sur Zoom, c'est moins agréable que quand on est, bon, vous imaginez bien, en présentiel. Et puis, la fresque aborde 5 thèmes, la biodiversité et sa définition, les services rendus, les services écosystémiques, les conséquences que ces 5 grandes passions vont avoir. Alors, juste, en fait, quand on a commencé à faire la fresque, le rapport de l'IPBES n'était pas encore sorti, donc on a été chercher des sources de façon très large. Il y a énormément comme c'est quelque chose de très local, en fait, il y a énormément d'organismes différents qui parlent de la biodiversité et qui parlent des différents enjeux. Ça a été un gros travail là-dessus. Et puis, en fait, l'IPBES est sorti et ça nous a pas mal aidé pour structurer aussi la fresque. Donc, tout est sourcé IPBES au maximum. L'IPBES, si vous ne savez pas, c'est le GIEC de la biodiversité, voilà, qui a sorti son premier rapport en avril 2019. Alors, le déroulement, donc l'introduction à la biodiversité. Donc, on découvre des écosystèmes. Il y en a 3. On en fait en fonction du temps, en fait, et puis de l'énergie. Enfin, ce n'est pas de l'énergie, mais des participants. En fait, en fonction du groupe, on en fait 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on distribue les cartes, lot par lot. On a des lots qui sont plus ou moins thématiques, mais ce n'est pas pour ça que c'est d'abord sur la fresque, d'abord le lot 1, puis le lot 2, puis le lot 3. Les cartes vont s'interconnecter. Voilà, l'idée, c'est de retrouver les liens. Ce n'est pas toujours des liens de cause à effet hyper directs, genre je mets du CO2 dans l'atmosphère, ça réchauffe, la calotte glaciaire fond et le niveau de l'eau monte. Ce n'est pas toujours aussi direct parce que ce n'est pas de la physique, mais c'est des interactions. Ensuite, une phase de créativité pour s'approprier la fresque, aussi parce que, je ne vous cache pas que les conséquences ne sont pas forcément joyeuses, et donc ça permet aussi d'un peu désamorcer les émotions qui peuvent être parfois négatives, et parfois ça peut être un peu violent aussi, donc ça permet aussi de désamorcer ça et puis de s'approprier vraiment la fresque. Et un débriefing après sur les apprentissages pour bien valider qu'il n'y a pas de points qui ont été mal compris ou compris à l'envers. Et puis un débrief qui est en lien avec les objectifs qui ont été fixés au début de l'atelier. C'est le débriefing qui... En fait, la partie la plus importante de la fresque, c'est vraiment le débriefing qui est de savoir, en fait, une fois qu'on a compris les enjeux, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où on adapte vraiment le débriefing à l'objectif, si c'est de comprendre les enjeux ou si c'est vraiment réfléchir à aller plus loin, comment est-ce qu'on fait un plan d'action ou comment est-ce qu'on adapte nos stratégies pour inclure la biodiversité. Sachant qu'on vous montrera après à quoi ressemble en fait un peu la correction de la fresque. Et en fait, ça donne bien une cartographie des enjeux de la biodiversité et comment est-ce qu'on peut s'insérer. Sachant qu'il y a quelque chose on essaye aussi d'en parler à travers les questions ou autres. C'est très facile aussi de revenir à chaque fois à du réel avec la biodiversité. Parce que il y a des enjeux, il y a un enjeu global qu'on présente, mais il y a aussi des enjeux hyper locaux. Parce qu'on est en lien direct avec la biodiversité, on montre dans la fresque, et sur plein de niveaux. Donc, on montrera après les types de solutions, mais ça peut être, il y a des entreprises, par exemple, qui sont hyper dépendantes de la biodiversité. Si vous faites des produits cosmétiques bio, et ben en fait, vous êtes ultra dépendant de la biodiversité, parce que tous vos produits sont issus de la biodiversité. Après, si potentiellement vous êtes, je sais pas, un extracteur de métaux, vous avez des impacts hyper forts sur la biodiversité. Donc là, vous allez avoir une autre problématique qui ne va pas être votre dépendance, mais vos impacts et comment est-ce que vous gérez du coup vos impacts sur la biodiversité avec les enjeux politiques, légaux et sociétaux qui s'entraînent. Et ensuite, il y a la troisième chose, c'est en fait, on s'aperçoit que la biodiversité, elle nous entoure. Et comment est-ce que nous, on peut inclure la biodiversité du coup, dans l'entreprise. Si on a un site, comment est-ce qu'on recrée des espaces naturels? Comment est-ce qu'on redonne de la biodiversité là-dedans? Et même au niveau des collaborateurs, si on a une cantine d'entreprise ou autre, pour les collectivités, comment est-ce qu'on inclut la biodiversité là-dedans à tous les niveaux? Parce qu'il y a énormément de choses sur la biodiversité. On le montrera rapidement dans la correction. Mais donc voilà, c'est un peu les différents types d'objectifs qu'on peut avoir.
là-dessus. Maintenant, on va vous présenter un apéro, juste un début d'apéro pour vous introduire un peu cet exercice. On va le montrer très rapidement, c'est Jeanne qui va le faire parce qu'elle adore ça. Ça, c'est un élément qu'on a mis dans la fresque, parce qu'en fait, quand on a fait nos premiers tests de fresque, on a pas mal calqué au début sur la fresque du climat, parce que c'est le modèle qu'on avait, c'était le seul qui existait, et qu'on le trouvait hyper bien. Et en fait, on s'est aperçu très vite que en fait, la fresque du climat, ça marche aussi parce que les gens, globalement, ils savaient à peu près tous que le climat, en gros, c'est la météo, qu'apparemment ça se réchauffe et qu'il y a peut-être une histoire de CO2. C'est caricatural, mais en gros, tous les gens un peu arrivent avec cet imaginaire quand ils vont faire une fresque du climat. La biodiversité, en fait, les gens connaissaient rien. Ils arrivaient, ils disaient, mais je comprends pas, c'est quoi un écosystème, ça sert à quoi, pourquoi on parle de biodiversité, je vois pas l'intérêt, parce qu'on va parler des écureuils et des pandas, et donc, en fait, pour ça, on a créé des petits apéros écosystèmes qui permettent vraiment d'intégrer, de montrer justement ce que c'est que la biodiversité à travers des exemples concrets. On demande aux participants de recréer un écosystème, on introduit une perturbation et on voit ce qui se passe. Et en fait, ça illustre très bien la notion de complexité de biodiversité et d'interaction, et un peu de montrer qu'il y a cette notion de connexion et que un peu tout est connecté. Du coup, Caroline, excuse-moi, Geoffrey, je te coupe, mais tu avais une question par rapport à ça. Est-ce que ça y répond? Je crois que pour moi, oui. Geoffrey, tu as devancé une des questions dans le chat de Caroline qui demandait le lien qui était fait à ce moment-là entre climat et biodiversité. Est-ce que, Caroline, Oui. Oui, en fait, c'était parce qu'en fait, je ne connais pas malheureusement la fresque du climat. J'ai failli le pratiquer et puis bon, ce n'est pas encore fait. Et pour moi, la biodiversité, alors justement, ce serait intéressant de creuser, mais le changement climatique a forcément une action très, très forte sur les causes et les enjeux de la biodiversité. Et je voulais savoir si, à un moment donné, vous faites le lien entre les deux. Très peu. Oui, alors on en parle. En fait, vous participez à une fresque pour voir le lien. Ouais. Mais si, on met le lien, on le montre, on le met en évidence. Mais à la toute fin, parce que c'est un des enjeux, en fait, quand on a fait nos premiers tests, les gens parlaient que de climat. Et dès qu'on mettait des cartes, ils voyaient que les impacts climat et pas du tout les impacts sur la biodiversité. Et ce qu'on montre aussi dans la fresque, c'est qu'il y a différents types d'impacts et que tous n'ont pas la même importance. Et aujourd'hui, le changement climatique au niveau global, c'est la 3e cause d'érosion de la biodiversité. Il y en a 2 avant. Donc, ce n'est pas la principale. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle un tout petit peu. Enfin, si on en parle, et c'est marqué, et ça marque les gens au moment où on le met, parce qu'on a choisi de le mettre à un certain moment de la fresque. Mais on en fait peu parce que nous, on veut vraiment parler que de biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de climat, et que c'est vraiment que les gens comprennent qu'il y a des enjeux liés à la biodiversité qui sont propres aux enjeux, biodiversité et à nos activités, et qui ne sont pas uniquement liés au changement climatique. Oui, bien sûr. OK. Non, mais c'était ça ma question. Remettre en perspective quel était le rôle du climat. Et en effet, c'est très intéressant de dire que c'est la 3e cause. Tout de suite, c'est parlant. Ouais. Et sachant que, après, c'est un autre sujet, mais les enjeux climat et biodiversité sont extrêmement complexes parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans tous les sens. Et le rapport de l'IPBES a lancé un groupe de travail pour faire un rapport sur les enjeux liens entre climat et biodiversité. Et le rapport est prévu pour 2030 environ. Ouf, d'accord. Donc, voilà, parce qu'il y a énormément d'enjeux, parce que en fait, le climat va avoir un impact sur la biodiversité, mais la biodiversité, en réagissant au climat, peut avoir des impacts. C'est-à-dire que si on a des forêts qui se mettent à disparaître pour se transformer en désert, ça va avoir des effets sur les puits de carbone et sur la capacité du climat à s'adapter ou pas. Et ça va modifier les espèces, dans quel cadre, comment, est-ce que ça va s'adapter ou pas. C'est extrêmement complexe, c'est hyper intéressant, mais c'est extrêmement... le problème de la biodiversité, c'est que c'est complexe. Merci. Maintenant, on va vous montrer un petit apéro. Le premier, c'est le premier qu'on fait. Oui, on a appelé ça apéro, c'est un choix tout à fait. Enfin, ouais, c'est le nom qu'on lui donne. Voilà. Alors, ce petit apéro. Là, l'idée, en fait, dans la fresque, je vous explique, c'est vous avez ces cartes devant vous et il faut en lier entre elles. Alors,
Voilà, pour recréer un écosystème, tout à fait. Pour recréer un écosystème. Alors, est-ce qu'on peut laisser un tout petit peu, juste si vous avez une idée, sinon je vous donne tout de suite la réponse. Hein, c'est pas... Non, on veut jouer, non. Alors, j'écoute. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? En fait, il faut trouver les interactions entre ces cartes. Alors, normalement, dans une vraie fresque, vous pouvez déplacer les cartes et faire des flèches entre elles, mais à votre avis, comment ces 7 cartes qui sont devant vous, qui représentent des espèces ou des milieux, interagissent? Le but, c'est de recréer l'écosystème. Donc, par exemple, en disant la raie elle se nourrit du plancton. Exactement, par exemple. Ça. Donc ça, déjà. Je vous laisse faire des propositions, puis après, on vous donnera la réponse. Après, le climat océanique, c'est hyper large. Les herbiers marins, je crois qu'ils sont En fait, en les Méditerranée. herbiers marins, c'est des fleurs, et c'est des plantes, c'est pas des algues qui sont sous l'eau, et il y en a partout un peu. Ouais. C'est des plantes. Il y a un effet d'échelle emboîtée. Enfin, l'Atlantique, Caroline du Nord est sous un climat océanique. Il y a il y a déjà un lien. Donc ça, c'est l'écosystème. Donc en effet, l'écosystème, ça va être en Caroline du Nord. Et on va avoir un écosystème océanique. Océanique, de haies, je sais pas. Et après, les planctons sont dedans, les raies mangent les planctons et les grands requins mangent les raies, et puis voilà, non? C'est à peu près ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. En fait, donc déjà, un écosystème, il est défini par un climat et une géographie particulière. Sous un autre climat, la même géographie, ou sous le même climat, une autre géographie, vous n'aurez pas le même écosystème. En fait, chaque écosystème est différent. Il y a des écosystèmes qui se ressemblent, mais voilà. En Caroline du Nord, donc on a des herbiers marins qui sont l'habitat des planctons et des pétoncles. Voilà. Les pétoncles filtrent l'eau et avalent le plancton par là. Elles se font manger par les raies chauves-souris qui elles-mêmes se font manger par les grands requins. Voilà. Donc c'était pas mal. Juste les pétoncles mangent le plancton. En fait, la raie, elle mange les pétoncles. Enfin, un truc un petit peu plus gros pour s'en sortir quand même. Alors, pourquoi la Caroline du Nord? En fait, en Caroline du Nord, c'est un État aux États-Unis dont l'économie a longtemps reposé sur la pêche et la vente de pétoncles. Voilà. Pour vous donner un petit ordre d'idée, dans les années 20, on pêchait 630 000 kilos de pétoncles. En 2004, ils en pêchent 100 kilos. Et en 2007, dernière pêcherie de Caroline du Nord. Surpêche. Surpêche de quoi? Ils arrivaient plus à se reproduire. Bah, en fait, il y a un des éléments de l'écosystème qui a bougé, qui fait que les pétoncles ont disparu. Les herbiers? Oui, moi, j'aurais dit plancton. Plancton herbier. Non, c'est pas ça. Alors j'ai vu acidification de l'océan, c'est pas non plus ça. Ils pouvaient plus respirer. Non. Il n'y avait plus assez d'oxygène dans l'eau. Si, il y en avait. Alors il y avait plein d'oxygène. Alors soit ils ont plus de nourriture, mais là c'est pas ça. Soit ils ont plus d'habitat, soit ils ont pas ça. Mais ouais, soit il y a beaucoup soit il y a beaucoup de chauves-souris. Ouais. Ça veut dire qu'il y a moins de grands requins. Exactement. En fait, les grands requins ont été surpêchés. Les populations de grands requins ont perdu, c'est moins 95% des populations de requins, tigres, gris et bulldogs dans cette région. Surpêchés pour diverses raisons. Le film Les Dents de la Mer, ça a fait énormément de mal aux grands requins. C'est con, hein, ça a l'air vraiment d'être rien, mais en fait, ça a fait énormément de mal aux grands requins. Et puis la pêche pour les ailerons de requin, qui est une activité vraiment formidable, puisqu'on pêche un requin, on lui coupe son aileron et on remet le requin dans l'océan pour le laisser mourir tout seul. Voilà. Juste pour votre information, parce que si au moins c'était bon. Mais non, la soupe d'aileron de requin n'a pas de goût. Donc on met les ailerons dans du bouillon de poule. Du coup, c'est un goût de bouillon de poule. Mais ça aurait des vertus pour ces messieurs qui se sentent un petit peu
flappy, qui se sentent pas très en forme. Du coup, on tue les requins pour les ailerons. Donc, surpêche des requins, multiplication des raies chauves-souris qui mangent toutes les pétoncles. Et le risque, c'est... Alors déjà, ça fait des arrachements dans les herbiers marins, parce que les pétoncles vivants dans les herbiers marins se font arracher. Et le risque qui était un peu identifié, c'est que il y aurait un risque d'eutrophisation. En fait, du coup, le plancton se multiplie et va prendre toute la place et tout étouffer. C'est un peu ce qui s'est passé il y a dans un fleuve au Canada où ils ont raclé les bords pour faire passer les bateaux. Du coup, ils ont enlevé tout le support qui permettait aux huîtres de vivre. Plus d'huîtres, plus de filtration, et du coup, qui trouvent de plancton, tout ça, qui se sont développés. Voilà. Et voilà. Non, alors ça, du coup, c'est les apéros. Donc là, on vous en montre qu'un, mais il y en a 3 comme ça. Et l'objectif, c'est vraiment d'illustrer ce que c'est qu'un écosystème et ce qui se passe quand on vient enlever un élément de l'écosystème à chaque fois. On s'aperçoit qu'il y a plein de perturbations. Voilà, donc l'objectif, c'est un peu de montrer cette complexité et de montrer un peu cette notion d'interaction. Et ça marche très bien parce que tout de suite, ça nous met dans le bain de la biodiversité. Et c'est souvent ce que les participants retiennent le mieux en fait, de la fresque, c'est les apéros. Et parce que c'est vivant. Enfin, Oui. Ça marche. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe ensuite à la fresque, où là, on distribue vraiment des cartes un peu plus conceptuelles. Comme ça, donc ça, c'est le premier lot, par exemple, où là, il y a un peu des cartes très générales sur la biodiversité, et les participants vont devoir relier ces cartes entre elles pour refaire une fresque. Sachant que les liens, ça ne va pas être des liens cause-conséquence, mais ça va plutôt être des liens d'interaction. Et à la fin, ils auront une fresque qui va plus ressembler à un écosystème, en gros, l'exercice qu'ils font avant, que vraiment un lien avec des flèches cause-conséquence. Parce que si on s'amuse à tracer des flèches en biodiversité, on peut trouver des liens dans tous les sens. Il y a des histoires dans tous les sens. Et souvent, c'est ce qui perturbe pas mal les... en fait, ça dépend des participants. Souvent, ça perturbe beaucoup les ingénieurs parce que c'est pas lié avec cause-conséquence et que ça part dans tous les sens. Et après, il y a des personnes qui adorent que ça parte dans tous les sens. Donc, ça parle à différents types de publics. Donc là, c'est des cartes conceptuelles. Et je ne sais pas si vous voyez, sur certaines cartes, il y a des petits points d'interrogation. Donc là, au dos des cartes, on a mis des questions à chaque fois. Par exemple, pour pollinisateurs, est-ce que vous pouvez citer 3 ou 4 pollinisateurs? L'objectif, c'est à chaque fois de revenir à du vivant, parce que c'est des cartes un peu conceptuelles, mais derrière, c'est aussi de ramener les participants à reparler à des choses vraiment concrètes, à du vivant. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec ces questions, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, qui ont des histoires à dire, qui ont des espèces, qui ont des choses à raconter. Et c'est ce qui permet aussi vraiment de créer une émulation, une interaction. Et aussi, il y a certaines questions qui permettent vraiment de faire des liens directs entre les participants et leur vie, ou leur entreprise, ou leurs activités. Je crois que c'était ça, je pense que c'est un enfant qui pourrait pas. Ouais, ça doit être vivant. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis ces questions pour à chaque fois ramener. Et pareil, du coup, même quand on travaille avec des entreprises, on adapte les questions pour leur dire, en fait, vous, dans votre activité, quels sont les écosystèmes qui sont nécessaires à votre activité, par exemple. Ça peut être vraiment ça. Moi, Et donc, les participants vont discuter entre eux, travailler, et je vous montre la fin. j'ai juste une question avant que tu montres le feuille d'avant, d'après. Est-ce que du coup, on est d'accord que sur chacune des cartes, elle peut potentiellement avoir 2 ou 3 liens? Donc du coup, c'est bien une approche systémique. C'est ça? D'accord. Oui, Ok, complètement. Complètement. On peut trouver vraiment des liens dans tous les sens. Vraiment, donc au début, les participants en général, parce qu'on fait surtout en ligne, donc en ligne, les participants font des liens entre les cartes, et en fait au bout du deuxième, en fait, il faut qu'ils trouvent une autre manière de présenter les choses. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, ça les force à devoir représenter la complexité différemment que juste avec des liens directs. Geoffrey? Ouais. Et du coup, pour compléter la question à l'instant, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, puisqu'il y a des liens partout, de donner des couleurs ou une épaisseur au niveau du trait pour montrer qu'il y a plus ou moins de liens par rapport aux différentes cartes? Voilà, proposition.
En fait, quand vous construisez votre fresque, vous êtes assez libre de faire un peu ce que vous voulez avec. Si vous voulez faire toutes les flèches entre toutes les cartes, vous faites toutes les flèches. Si vous voulez faire des flèches de couleur, il n'y a aucun problème. Des flèches En fait, c'est vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une partie un peu créative après. C'est vraiment. Chaque groupe a sa fresque et elle peut être différente à chaque fois. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Et surtout, il n'y a pas Oui, merci. il n'y a pas de correction tellement vraie ou fausse. Ce qui est important, c'est de comprendre les concepts qu'on montrait à la limite. Je vais vous montrer la correction plus pour voir. Vous allez être spoilé pour ceux qui vont faire bientôt la fresque. Ouais. Mais c'est pas grave. En gros, c'est un peu la correction qu'on propose ici. Donc, en fait, où on présente, nous, ce que c'est, on définit génétique et diversité d'écosystèmes. Et ensuite, il y a cette biodiversité, elle permet ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont tous les services rendus à la nature, par la nature à la nature elle-même. Par exemple, un oiseau qui mange des poissons, c'est la nature qui lui rend ce service. Et surtout, tous ces services qui sont rendus à l'homme et qui permettent tout le développement des activités humaines. Donc, il y a plein de types de services écosystémiques dont on parle dans la fresque de la biodiversité. Vous avez toutes les activités humaines. Et ensuite, ces activités humaines, aujourd'hui, elles causent 5 causes majeures d'érosion dans l'ordre d'importance. Et la première cause d'érosion, c'est la destruction des habitats. La deuxième, c'est la surexploitation des ressources, enfin des espèces. La troisième, c'est le changement climatique. Cette carte, on la met à la toute fin. En fait, à la fin, normalement, les participants ont toutes les cartes. Et il leur manque juste une carte, la troisième. Et on leur dit, en fait, qu'est-ce qui manque comme pression? Quelle est la troisième pression? Et en fait, c'est là où on sent le changement climatique, parce qu'en général, ils l'ont oublié, et c'est là où ça revient, et du coup, c'est là où ça rajoute l'impact aussi du changement climatique, et le fait d'avoir pu discuter d'autres choses que le changement climatique. Voilà, c'est la petite astuce de jeu. Et ensuite, la quatrième pollution, cinquième espèce exotique envahissante. Et ensuite, tout ça, ça engendre une érosion de la biodiversité, une dégradation des services écosystémiques, et on a toutes les conséquences négatives qui arrivent. Et donc, en fait, ça donne un peu cette vision, et ça donne vraiment une cartographie des enjeux où on peut se replacer en activité en disant, en fait, comment on dépend de la nature et comment on a un impact sur la nature et ce qui se passe si elle se dégrade pour nous. J'arrête, tu voulais rajouter un truc? Non, c'est juste pour vous donner un tout petit peu un ordre de grandeur. En fait, la destruction des habitats et la surexploitation des ressources, c'est 50% de l'érosion de la biodiversité, et les 3 autres causes, c'est 50 autres pourcents. Mais du coup, c'est vraiment ces deux-là vraiment les plus importantes, en fait. C'est pas juste... Oui, la surexploitation des ressources, c'est la pêche, en fait. Pêche, ça peut être la chasse de certaines espèces, ça peut être le trafic d'espèces illégales, le trafic de bois exotiques et autres. C'est vraiment le prélèvement d'espèces vivantes au-delà de la capacité de renouvellement. Mais en effet, dans les océans, ça va être la pêche, évidemment, la surpêche. Mais il y a des cas où ça peut être la chasse ou le trafic de certaines espèces sauvages. Ouais, et l'agriculture, non? L'agriculture, en fait, elle entre dans la première cause qui va être la destruction des habitats, avec le changement d'usage des sols, la déforestation, par exemple, et autres. Les destructions J'avais une question. Ouais. C'est par rapport à la solastalgie, l'éco-anxiété. Il y a des récits, en fait, que même juste de l'avoir entendu ou de le savoir, il y a des enfants et des adultes qui sentent dans leur corps qu'ils sont simplement matériels loin d'eux, par exemple, si c'est à des centaines de kilomètres, c'est qu'en fait, ils vont ressentir un malaise. Et si j'aborde ça, en fait, c'est aussi pour aborder sur cette fresque-là tout ce qui est de l'ordre du subtil, du ressenti, qu'en fait, l'intrication quantique, on la vit au niveau de nos cellules, de notre corps, et que ce n'est pas simplement matériel et qu'on va l'approcher avec une approche technicienne ou d'ingénieur, parce qu'il y a certaines personnes, c'est vraiment par l'intelligence émotionnelle que réussit cette biodiversité, parce qu'ils la sentent avant de pouvoir l'intellectualiser. Et du coup, quand je vous entends, je sens que vous avez cette capacité, et en même temps, vous êtes parti dans une sensibilisation plutôt de type technicienne et assez intellectuelle. Donc, ma proposition, c'était qu'on veille de temps en temps à prendre un petit tempo pour aller déposer ça dans notre cœur, dans notre ventre, et aussi qu'on alimente notre amour de la nature
Eh bien, justement, de toute cette partition d'existence. Merci. Alors, si je peux, merci. Merci Maxime. Alors, oui, je suis complètement d'accord. En fait, là, nous, le but de la fresque, en tant que juste fresque, c'était d'avoir un outil pour que les gens puissent comprendre pourquoi il y a un problème et pourquoi ce problème va être un vrai problème, en fait. Comment on impacte la biodiversité négativement et pourquoi, en fait, le problème va plus loin que c'est horrible, les pandas meurent. Oui, c'est horrible, les pandas meurent, mais en fait, il va y avoir aussi des conséquences un peu chaudes pour nos vies quotidiennes. Mais en fait, après la fresque, on fait un tour des émotions déjà parce que c'est un sujet qui est extrêmement, qui peut susciter des émotions très fortes, aussi bien positives que négatives, ce qui est une grosse richesse de la fresque, de la biodiversité en général. Et après, dans les solutions, on parle énormément de justement la reconnexion à la nature, de l'importance de s'émerveiller, de vivre des choses un peu émotionnelles avec le vivant pour pouvoir mettre en place des actions, parce qu'en fait, si on fait que de la théorie, ça ne tiendra pas. Enfin, c'est ce qu'on... Voilà. C'est aussi pour ça qu'on... Enfin, l'idée, c'est vraiment de participer à une fresque, mais c'est aussi pour ça qu'on a mis des questions. Et les questions, ça marche. Par exemple, espèces exotiques et envahissantes, il y en a plein qui disent, en fait, la pyrale du buis, moi, je vois dans mon jardin, tous mes buis sont ravagés, j'ai dû tout arracher, je suis hyper triste. Et en fait, ces questions, les gens en parlent parce que les gens vraiment le voient. Enfin, il y a plein de participants qui voient et qui ont des exemples de biodiversité qui se dégradent ou autres. Et à chaque fois, ça ramène du vivant et il y a des histoires personnelles derrière. Et après, là-dessus, il y a aussi une carte dans les services qui vont être les services culturels. Ça, après, on en parle après, mais qui vont être vraiment tout ce qui est inspiration de la nature. Et ça, on en parle aussi parfois, mais on dit par exemple, l'expression tête de linotte. La linotte, c'est un oiseau, et aujourd'hui en France, c'est un oiseau qui est en voie de disparition. Donc en fait, la question, c'est est-ce qu'on utilisera encore cette expression si si l'oiseau a disparu ou pas. Et il y a plein L'objectif, nous, c'est aussi d'essayer d'arriver à pousser à des vraies réflexions, au-delà de juste les aspects justement matériels, mais parfois de pousser un peu plus en disant, quand une espèce disparaît, qu'est-ce que ça change pour nous, vraiment, pas juste le fait qu'elle rend moins de service, mais même le fait qu'elle disparaisse dans notre culture ou autre. Si la linotte disparaît, qu'est-ce que ça va changer pour l'expression tête de linotte ou autre. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener à des débats là-dessus. Je crois qu'il y a Agnès qui voulait... Oui, bonjour, une question. Pour nous aider à nous projeter sur comment vous faites le lien entre la fresque de la biodiversité et les entreprises, est-ce que vous auriez un exemple qui illustre justement comment vous faites ce lien? Je ne sais pas si, mettons, alors ce n'est pas le cas pour moi, mais si, mettons, je travaille dans la banque, comment vous faites le lien entre fresque de la biodiversité, en quoi ça concerne l'entreprise, une banque par exemple? Ok. Ça, je peux montrer. Il y a plusieurs. Alors, il y a plusieurs. Oui, du coup, je pense qu'on peut peut-être aller sur les exemples de. Ouais, je vais montrer justement les exemples. Alors, nous, dans les entreprises, pour l'instant, qui viennent nous voir, il y a plusieurs types d'entreprises. Les premières, il y a des entreprises hyper sensibilisées aux enjeux de biodiversité, qui ont des experts biodiversité, qui font énormément de choses. En général, ce sont les entreprises industrielles qui ont un fort impact. Typiquement, les carrières. Les carrières ont un très fort impact sur la biodiversité. Il y a des règles, il y a le droit environnemental, et depuis 40 ans, elles sont obligées de faire des études d'impact, et du coup, elles ont des experts de biodiversité, et elles font des choses vraiment hyper intéressantes sur la biodiversité, sur les carrières, pour remettre de la biodiversité, avoir des espèces qui reviennent, et elles ont une vraie expertise là-dessus. Et en fait, elles étaient hyper intéressées pour s'approprier l'outil, pour pouvoir en permanence sensibiliser leur personnel sur site aux enjeux de biodiversité, et pour qu'en fait le personnel comprenne pourquoi est-ce qu'il y a des règles, pourquoi est-ce que en fait, à certains moments de l'année, ils ne vont pas pouvoir exploiter certaines parties de la carrière et autres. Donc ça, c'est les premiers qui sont arrivés. Ensuite, on a les autres entreprises qui sont engagées et qui ont un lien fort avec la biodiversité, comme les entreprises agroalimentaires, par exemple, ou les entreprises de cosmétiques, où là, en fait, nous, on a fait la fresque parce qu'eux voulaient illustrer, en fait, ils ont mis une démarche biodiversité, pris de nouveaux engagements, et ils voulaient illustrer, en fait, faire réfléchir les participants sur quel serait l'impact de ces mesures. Et typiquement, par exemple, en disant, nous, dans nos produits, si on passe de 30% à 90% de produits bio, où vont être les impacts? Et là, en fait, on va demander aux participants, donc là, c'est en ligne, mais on peut faire avec des post-it, de dire, en fait, sur la fresque, là où il y a toutes les cartes avec les différents impacts, les différents services écosystémiques, où est-ce que directement ça aura un impact? Et donc ça permet vraiment d'illustrer et de créer un engagement encore plus fort, parce qu'en fait, les participants ont intégré les enjeux de biodiversité, et derrière, eux vont être
vont mieux comprendre où ça aura un impact et pourquoi est-ce que l'entreprise choisit de changer ses process sur la biodiversité. Et en fait, ça permet vraiment d'illustrer mieux les impacts. Donc, c'est parti vraiment engagement. Ensuite, on avait autre chose, c'était vraiment réfléchir, parce qu'en fait, donc ça, c'est des entreprises qui connaissent un peu le sujet biodiversité et qui savent quelles sont les dépendances. Et après, on a pas mal d'entreprises qui débarquent, en gros, en disant, la biodiversité, on sait que c'est un gros sujet, ça commence à bouger, et en fait, on n'a pas trop vu le changement climatique arriver, et on aimerait bien pouvoir un peu prendre d'avance sur la biodiversité, parce qu'on sent que tout va bouger et qu'il va y avoir des contraintes réglementaires. Donc, on veut comprendre, essayer d'identifier, nous, ce que c'est que la biodiversité et ce qu'on peut mettre en place. Donc là, il y a vraiment, après cette fresque, juste le fait de... on met les activités de l'entreprise, les différents secteurs, et en disant, vous, où est-ce que ça va avoir un impact négatif ou positif pour la biodiversité? Parce que sur la biodiversité, il y a aussi un aspect vraiment... un aspect local hyper fort, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enjeux locaux et on peut avoir un impact positif. On peut laisser la nature revenir, on peut laisser de la place aux vivants et la biodiversité revenir. Donc on peut vraiment changer ces pratiques pour vraiment accélérer la biodiversité. Geoffrey, est-ce que du coup, Carole nous demandait, est-ce que vous avez déjà travaillé sur une application pour le secteur du tourisme, notamment, j'imagine, au niveau très local? Pas encore. Okay. On n'a pas encore eu de tourisme, pas mal, beaucoup d'industries, parce qu'il y a plein d'enjeux et qu'elles veulent changer leurs pratiques. Moi, je veux bien répondre à ma façon à Anne-Lise par rapport à sa demande, notamment par rapport aux banques. C'est-à-dire que dans le milieu bancaire en ce moment, Amador, tu as ton micro qui est ouvert. Dans le milieu des banques, donc, on va dire qu'il y a le financement de l'économie réelle, où il y a des process de production qui vont être financés en conscience des risques et en conscience de à quel besoin ça répond, y compris de verser des dividendes et des salaires. Mais il y a aussi l'économie spéculative, et que ça, du coup, c'est une sorte d'emballement mental, intellectuel, avec la folie des chiffres. C'est comme l'intelligence artificielle qui s'emballe à un moment donné et que ça engendre un délire pulsionnel, et que c'est comme si les personnes qui en étaient les opérateurs, ils n'arrivaient plus à retrouver une sorte de contrôle là-dessus. C'est une sorte de méga addiction. Et ça, il s'agit que dans le milieu bancaire, en fait, on arrive vraiment à remettre du discernement sur ces deux types d'économies. Et qu'il y en a une, c'est juste de la finance spéculative. Maxime, on va elle peut-être pas... impacte énormément le réel. Maxime, on va peut-être pas faire le tour de l'ensemble des problèmes du monde. Si tu veux bien, on va peut-être rester sur... Est-ce que tu as besoin d'une clarification sur le Non, lien non, avec la réponse avec à Anne-Lise? C'est très bien, merci. Est-ce que ça répondait à Anne-Lise? Pas vraiment, mais on va essayer de rester sur le sujet de la biodiversité, si tu veux bien, Maxime. Et parce que la finance spéculative, ça n'a pas impacté la biodiversité dans le monde, peut-être, Jérémy? Oui, mais alors dans ce cas-là, on va faire la liste et on n'a pas fini, on est encore à minuit. Hein. Ben non, parce que j'avais quasiment terminé. Ok, Lorenzo qui a une question. Non, pas Lorenzo. J'avais une question, mais je n'ai plus la présente à l'esprit. Elle me reviendra plus tard. Je te remercie. Ok. Sinon, rapidement, pour les banques, c'est un des enjeux pour les banques qui commencent à réfléchir dessus. En fait, le problème de la biodiversité, c'est que c'est complexe. Il y a plein d'indicateurs différents et en fait, il y a plein de sujets différents. Et que les banques et pas mal les fonds, les assurances et autres, aimeraient bien avoir un indicateur unique comme l'équivalent CO2. Et donc, en fait, il y a plein de travail là-dessus pour essayer d'avoir un indicateur unique, mais tout le monde sait que c'est imparfait et que ça ne fonctionne pas. Mais sinon, après, pour les banques, en fait, on peut commencer par prioriser les impacts. Par exemple, dire, en fait, le premier, destruction des habitats, comment on fait? On regarde l'impact de déforestation et ça, on peut le mesurer en disant, en fait, nous, dans notre portefeuille, quelles vont être les différentes activités qui vont avoir une déforestation et comment on mesure. Donc, en fait, on peut faire là-dessus pareil pour la pêche, sur l'exploitation et pêche, quelles sont les activités. Si on a des entreprises de l'agro, lesquelles ont mis en place des labels, en tout cas, de pêche responsable et autres.
Donc en fait, ils peuvent très bien arriver là-dessus et à créer, eux, leur label biodiversité, ou en tout cas des indicateurs biodiversité pour leur portefeuille. Ça peut être une des pistes de solutions pour les banques. Voilà, juste dernier débrief classique, en fait, proposer des pistes d'action où on demande aux personnes de mettre des post-it et du coup, comment est-ce qu'ils peuvent mieux intégrer la biodiversité au niveau individuel, sachant que là-dedans, il y a souvent un sujet important qui va être l'alimentation, au niveau du travail ou vraiment dans la société, envers leurs parties prenantes et autres. Ouais, c'est différents types d'ateliers de débrief, nous, qu'on propose pour l'instant, sachant que c'est un début, mais on voit qu'il y a de plus en plus de demandes, en tout cas de la part des entreprises, pour, en tout cas, s'intéresser au sujet de la biodiversité. On sent que ça bouge et qu'il y a une demande, et surtout une demande de formation et de clarification importante là-dessus. Merci. Et après, en fait, du coup, après, on est accompagné par des experts et des acteurs économiques, différentes entreprises dans lesquelles on a fait. Voilà. Merci beaucoup, Geoffrey, Géraldine, à tous pour tous vos apports. Justement, je crois qu'il y a pas mal de pistes qui ont germé dans les esprits entre les différents secteurs d'application, la banque, le tourisme, et puis à des enjeux différents. Et comme le temps file vite, je vous propose… J'ai une petite question, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr. Mais… Du coup, en fait, bonjour à vous, merci beaucoup pour votre présentation, c'était super. Je voulais savoir si vous aviez envie de venir faire ça dans une école. Donc, ça serait avec beaucoup de monde. Et si c'était quelque chose qui… voilà. Parce que je pense qu'en fait, c'est toujours dans les structures, les écoles, etc., on a toujours envie on se pose toujours la question de comment on met ça en place, comment on peut avoir l'impact. Et puis, c'est difficile de suivre ce genre de sujet sur le long terme après. Donc voilà, c'était une question à Geoffrey et à Géraldine. École pour les enfants ou pour les… Pardon, oui, école, je ne vous ai pas dit école après le bac, donc plutôt université, excusez-moi, oui. Ouais, j'avais dû préciser. Complètement, ça fait partie des cibles privilégiées aujourd'hui pour le développement aussi. On a déjà on est déjà intervenu dans des écoles, dans plusieurs écoles, et on est en test dans pas mal d'universités et d'écoles aussi pour qu'ils testent et voir s'ils la déploient ou pas. Mais en effet, on est hyper intéressé pour déployer dans les écoles. Je peux vous envoyer un mail à ce propos? Oui. Ouais, d'accord. Ok, merci. Je pense qu'il faut qu'on passe sur Miro parce qu'il ne reste plus que 20 minutes. Ouais, ça file vite. Du coup, je vous ai mis un lien dans le chat. L'idée, c'est que, alors, soit on arrive à se connecter tous assez rapidement et du coup, on peut le faire, on peut se laisser 10 minutes pour chacun réfléchir aux applications qu'on aimerait proposer en entreprise. On les a séparés en 4 catégories. Il y en aurait qui seraient plutôt de l'ordre de la sensibilisation, de la pédagogie, et là, notamment, on pensait aux écoles, aux associations, et d'autres qui sont plus propres au terrain de l'entreprise. Et notamment… Est-ce que tu penses que tu peux partager ton écran? Ça sera peut-être plus… Ouais. On va faire ça. Hop, super. Oui, parce qu'en effet, il n'y a que Brigitte pour l'instant qui nous a rejoint. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu. Hop, voilà. Et en fait, donc, il y aurait 4 catégories, en tout cas qu'on a prédéfinies. Après, si vous avez si vous voyez des axes supplémentaires qui pourraient permettre d'accompagner les entreprises justement sur l'intégration de la biodiversité à leur activité. Donc, un sur la vision, et là, on rejoint tout ce qui peut, toute la prise de conscience qui peut du coup impacter les entreprises, à la fois sur la définition de business model plus régénératif, respectueux justement du vivant, de la biodiversité, mais qui peuvent orienter aussi, pourquoi pas, la définition de leur raison d'être qui guide leur activité stratégique et opérationnelle.
les impacts qu'il peuvent y avoir en termes d'innovation, donc là plus sur le développement de produits et services, et puis pourquoi pas du coup au niveau de la collaboration, de comment les collaborateurs inscrivent ça dans leur quotidien et dans leur façon d'interagir entre eux. Donc, est-ce que vous avez pu accéder à Miro ? Est-ce que déjà tout le monde est sensible et habitué à l'utilisation de Miro ? On est sur un principe d'atelier simple. Donc, vous prenez les petits post-it sur la gauche, hop, et puis vous mettez les premières idées du coup d'application que vous aimeriez développer, en tout cas qui vous semblent pertinentes pour accompagner vos clients, les entreprises avec qui vous échangez. Et je vous propose du coup qu'on se laisse 10 minutes en réflexion individuelle et puis qu'on se fasse une restitution. Ensuite, des post-it et des idées pour voir la récolte et les premières idées que nous inspire la fresque de la biodiversité. Du coup, Géraldine, oui. Partage. Là, pour accéder à Giro, il faut le mot de passe et tout ça, ça va me prendre un temps fou, ça va me prendre la tête. Est-ce que je peux suggérer des choses directement de vive voix ou ça pose souci? Dans le chat? Dans le chat, ouais. Ben, Oui. j'ai déjà écrit 2-3 choses déjà dans le chat, alors je peux les réécrire à nouveau. Mais... Juste sur Miro, en fait, il demande que vous validiez en fait l'entrée. Moi, c'est pareil, je n'arrive pas à rentrer. Ben, moi, il me demande le mot de passe et tout ça. Enfin, voilà. D'accord. Alors, attendez, je vais remettre un deuxième lien du coup qui devrait permettre de ne pas avoir ce problème de mot de passe. Chacun peut réfléchir individuellement pendant 5-10 minutes. Et ceux qui n'arrivent pas à écrire dans le Miro, vous écrivez dans le chat. Ouais. Et bien sûr, chacun pourra s'exprimer sur ce qu'il a envie de partager à ce moment-là. L'intérêt du Miro, c'est de laisser des traces écrites. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une contrainte imposée. Donc, on a vu que la fresque de la biodiversité a une forte propension à informer et à faire comprendre les enjeux de la biodiversité. Si on se trouve avec des collaborateurs d'une entreprise, comment peut-on aller plus loin? Comment peut-on l'utiliser? Donc, il y a 4 sections qui vous sont proposées et tout le monde peut aussi rajouter d'autres sections. Maud, il n'y a plus le partage d'écran, je crois. Alors, écran partage. Mais... Voilà. Dans la sensibilisation, ce serait intéressant de savoir sensibiliser à quoi? Par exemple, le vivant, par exemple, les écosystèmes. Les impacts. Les conséquences, les liens. La section innovation a été pensée plutôt pour si on doit concevoir des produits et des services. Par exemple, en ce moment, il y a des travaux, il y a une équipe chez L'Oréal qui réfléchit à comment faire du blanc éclatant à partir du biomimétisme.
Donc, le vivant peut inspirer des produits et des services. La collaboration, Maud, c'est l'idée de l'état d'esprit, Alors, la collaboration, c'est à la fois comment du coup les collaborateurs se sentent impliqués dans leur cadre de travail en intégrant la biodiversité. Et puis, c'est aussi dans les relations, en effet, sur la notion de permaculture humaine au cœur de l'entreprise, comment du coup voilà, je me positionne dans ma relation avec les autres en tant qu'être vivant. Oui, les gens, ils ont besoin de temps pour souffler, pour grandir, ils ont besoin de temps aussi relationnel, c'est ça? Tout à fait. Et je pense que dans Business Model Raison d'être, on est en train de réfléchir à des entreprises qui prennent le vivant comme raison d'être. On est en train de réfléchir peut-être on peut imaginer réfléchir à des business models régénératifs ou l'économie régénérative. Je pense que c'est ça l'idée. Maud, tu es en train de taper dans Google? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Eh oui, tu es en partage d'écran. Merci. Ouf, tu tapais innovation, quoi, sinon. Non, ouais, c'est clair. Il y avait une question aussi tout à l'heure de est-ce que la fresque se déroule sur mural? Oui. Vos séquences sont sur mural? Oui, on utilise Zoom et Mural pour les séances en ligne. Il y avait des questions sur les langues, je crois. Et donc, on a traduit la fresque en anglais, en italien, et elle est à moitié traduite en espagnol et allemand, pour l'instant. Vous avez fait une moitié espagnol et une moitié allemand? Non, en fait, on a traduit... Ça serait drôle, ça. Ça ferait des liens, tiens. Ça pourrait être marrant. Non, en fait, c'est les titres des cartes qui sont traduits en allemand ou espagnol, et après, le texte des cartes est resté en anglais. Parce qu'en fait, on l'a fait pour une demande, mais ils n'avaient pas besoin d'avoir tout traduit, et comme on n'est pas bilingue, enfin, si Géraldine parle espagnol, qu'elle pourrait le traduire. C'est après la fresque enfant, je fais la fresque en espagnol. Est-ce que tu peux faire à des enfants en espagnol? Oui, bah, du coup, ça sera plus facile. On se laisse encore 2 petites minutes et puis après, je propose que chacun nous partage son envie de développer. Donc en ce moment, on est dans une phase où il y a beaucoup de... comment dire, dans les entreprises, il y a beaucoup de séquences fresques du climat, en particulier dans le secteur de l'énergie. Les collaborateurs se forment eux-mêmes à la fresque du climat et au sein des entreprises, ils animent des sessions. On va avoir des secteurs comme donc l'énergie, on va avoir aussi l'alimentation qui vont être ou les transports qui vont être assez en pointe sur la fresque du climat. Et en général, c'est suivi par une séquence déjà un peu déprimée, comme disait Géraldine. Hein. C'est vrai que les fresques, c'est un peu une prise de conscience douloureuse. En général, c'est suivi par un mail avec les choses que l'on peut faire à la maison ou les choses que l'on peut faire en tant qu'employé individuellement. Il y a peu encore d'exploitation de la fresque du climat par rapport au projet stratégique de l'entreprise. Ce pont-là ne se fait pas encore très, très fréquemment.
Donc, on peut imaginer, avec la fresque de la biodiversité, faire ce pont pour avoir une mise en mouvement des collaborateurs sur les projets. Et la première étape de cette mise en mouvement, c'est l'information, c'est comprendre. Et nous sommes vivants, on peut constituer une équipe qui travaille à une adaptation de l'animation de la fresque de la biodiversité dans les entreprises, quitte aussi à ajouter des ateliers d'intelligence collective, de créativité, des ateliers de tissage de liens entre parties prenantes ou de collaborateurs. Plein de choses sont à imaginer. Et n'hésitez pas à laisser... je vais vous mettre un email et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, si vous voulez contribuer. Oui, pour te répondre, Jérémy, moi j'ai plein d'idées. En rebondissant un peu sur ce que disait Maxime tout à l'heure, quant à la dimension du sensible, il y a effectivement cette dimension cognitive qui nous est assez étrangère en France, puisqu'on s'adresse souvent à la dimension, à l'approche du cérébral, émotive, et rarement on implique toutes les autres, la dimension du corps dans cette dimension du vivant. Et là, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, exploré à travers l'essence. C'est-à-dire que la fresque murale est plus que pertinente. Il faudrait voir si on peut la faire évoluer éventuellement avec d'autres approches, d'autres outils. Et puis, pour répondre aussi sur autre chose, mais ça, c'est ce que je disais à Géraldine et à Geoffrey tout à l'heure, il y a aussi peut-être ce qui serait intéressant, puisqu'on parlait, est-ce que c'est traduit en d'autres langues? C'est intéressant aussi de se mettre en relation avec des réseaux européens qui sont pas du tout quasiment connus en France, ou commencent à peine à l'être, qui s'appelle par exemple celui qui s'appelle Ecolise, avec qui je suis en relation, et où il travaille énormément sur ces dimensions. C'est un réseau, des réseaux européens autour de la question climatique, et ce serait vraiment intéressant de les joindre, parce qu'il y a ce qui est intéressant, particulièrement dans les pays anglo-saxons, au nord de l'Europe en tout cas, c'est que la dimension, dirais-je, économique, entrepreneuriale est beaucoup plus prégnante quand on parle du climat. Voilà. Merci. Et puis ils sont pas mal en relation en plus avec la communauté européenne, donc la biodiversité devient tout à fait disponible et disposé à en parler. La biodiversité devient un gros sujet, en tout cas aux États-Unis. En France, on est encore beaucoup plus sur le climat. Maud, si tu dois partir à 30, moi je peux rester encore 10 minutes si besoin. Hein. Ça marche, mais écoute, je propose que de toute façon, si tout le monde a pu mettre sa contribution, peut-être qu'on passe sur une phase de partage. Ouais. Donc, je te donne l'animation, Jérémy. Okay. Est-ce que quelqu'un veut nous partager son post-it, son envie, son idée d'application en organisation? Moi, j'ai vu Nathalie Lance qui écrivait, j'ai vu Céline. Je crois avoir vu Brigitte. Oui, j'ai écrit, oui. Moi, c'est la grosse cata en connexion et tout ça, mais je peux vous dire ce que j'ai mis. Moi, j'ai répondu dans la partie business model. Je me disais qu'en fait, on pourrait, après une phase de la biodiversité, faire travailler sur le business model Canva pour repenser en fait l'activité de l'entreprise en y intégrant les impacts dans les cases coûts et ressources. Et pour sensibiliser aussi au parallèle entre l'activité de l'entreprise et les impacts positifs et négatifs sur la biodiversité. Donc, notamment avec ces deux cases-là. Moi, toujours sur c'est Nathalie, pour la partie business model ou raison d'être ou quoi, j'avais juste mis un post-it pour
éviter de se dire on refait un business model pour tenir compte de la biodiversité ou on refait un business model pour tenir compte du climat ou ceci ou cela, mais plutôt de rebeloter un business model en tenant compte de tous les différents voilà, toutes les différentes choses qu'il faut prendre en compte en ce moment. C'est-à-dire que essayer d'éviter tout comme on traite peut-être trop spécifiquement le climat, de traiter trop spécifiquement la biodiversité, quoi. Ça, c'est un tout. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, quoi, en fait. C'était un peu ça. Et puis, il y avait aussi dans l'aspect pédagogique, j'avais rajouté 2 post-it sur les actions apprenantes, c'est-à-dire soit des voyages apprenants ou des expériences apprenantes, aller travailler pendant une semaine, je ne sais pas trop où. Bon, en joke, j'ai dit pour les voyages apprenants, essayez d'éviter de prendre l'avion, ça serait bien. Voilà, ça c'était une petite contrib. Moi, j'ai mis un post-it sur l'enseignement, c'est de raisonner déjà au niveau de l'entreprise, enfin de faire un parallèle entre la fresque de la biodiversité et le fonctionnement de l'entreprise et de vraiment adapter une analyse en écosystème, comme si c'était un organisme vivant. Un organisme, une entreprise comme un organisme polycellulaire ou autre chose, et que pour l'instant, je trouve que c'est plus, on vit plus ça dans la séparation que dans le lien dans un écosystème. Voilà. Qui d'autre a quelques idées à partager? Oui, vous m'entendez? Il y avait quelqu'un. Vas-y, Vas-y, Christophe. Ouais. Du coup, moi, j'avais mis, alors attendez, j'essaie de retrouver, j'avais mis dans la collaboration, comprendre, alors ça revient à ce qui a été dit, mais je l'ai peut-être dit autrement, comprendre les écosystèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur et à l'extérieur de soi-même. Et ce qui serait intéressant aussi, alors je ne sais pas si par rapport à ça, de replacer les personnes dans un écosystème, c'est-à-dire dans les exemples qu'on a eus, c'est super, et d'avoir aussi un écosystème dans lequel on se voit dans cet écosystème. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Okay. Archipel 47, tu disais faire l'expérience en viventiel. Tu veux nous en dire plus? Ah oui, ok, j'avais pensé sinon aux aliments, mais c'est très bien. Ben, par exemple, la semaine dernière, j'étais 5 jours en formation de gouvernance partagée et de pilotage agile. Et le groupe était assez hétérogène dans le type de demande sur comment est-ce qu'on peut recevoir un message en fait, théorique au moment d'une formation. Et en fait, il y a eu de la demande de pouvoir faire l'expérience du corps, mais de pouvoir avoir des petites pauses d'hygiène émotionnelle dans la journée, de pouvoir s'installer pas que assis sur une chaise. Et juste parce que cette possibilité en fait, d'avoir cette souveraineté de mouvement et créative, eh bien, en fait, ça nous a permis d'avoir une intelligence collective nettement meilleure. Et dans les projets sur lesquels on a bossé, du coup, il y aurait eu des personnes qui seraient restées comme j'arrive pas à rentrer dans le sujet. Eh bien, en fait, ils ont réussi à rentrer et ils ont fait des contributions qui étaient étonnantes. Parce qu'en fait,